La première semaine de campagne présidentielle 2025 vient à peine de s'achever. Et déjà, les lignes bougent. Entre alliances surprises, coups bas politiques et stratégies de communication millimétrées, cette première étape a révélé bien plus qu'on ne l'imagine. Qui a pris l'avantage, qui vacille déjà sous la pression. Et surtout, que cachent vraiment les discours officiels? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir dans cette analyse pourrait bien changer ta vision de cette élection. Le président sortant Alassane Ouattara, candidat du RHDP, sollicite les électeurs pour un nouveau mandat pour poursuivre la transformation structurelle de l'économie et bâtir une grande nation. Le candidat ainsi que ses lieutenants ont investi toutes les villes et régions du pays avec des rencontres et meetings qui se transforment en fêtes populaires. Aoua Dombelo, candidat indépendant, sorti des rangs du PPACI, veut tout changer en profondeur. Il prône la souveraineté économique et culturelle. Objectif, sortir de ce qu'il appelle un parti d'État pour arriver à la démocratie. Il sillonne avec ses équipes pour expliquer son ambition aux populations dans les villes et hameaux. Jean-Louis Billon, lui, porté par l'UCODE, le Congrès démocratique, prêche pour la préférence nationale. Il s'agit d'accompagner les entrepreneurs ivoiriens à occuper tous les secteurs de l'économie. Dans son programme, il réserve une bonne place pour la réconciliation et l'autonomisation des femmes. 2 femmes parmi les prétendants au fauteuil présidentiel. L'ex-première dame Simone Yves Gbagbo du MGC, Mouvement des générations capables, qui mise sur la modernisation de l'agriculture et la transformation sur place des matières premières. Elle peut compter sur le président du COGEP, Blé Goudé, qui a mis ses partisans au service de la campagne. Enfin, Henriette Lagou du GPP, Groupement des partenaires politiques pour la paix. Le cœur de son programme est la réconciliation des fils et filles de la Côte d'Ivoire pour arriver à une paix profonde. Elle met en avant un social hardi pour tirer les femmes vers le haut et accroître l'insertion des jeunes. Alain Makili, après plus d'une semaine de campagne, comment qualifierez-vous l'ambiance sur le terrain? Est-ce qu'il y a une faveur des populations ou plutôt une fatigue démocratique ou un calme plat, selon vous? Non, il n'y a pas un calme, il y a peut-être un parti politique qui est plus visible, plus présent que les autres en termes de mobilisation, en termes d'occupation de terrain, en termes d'implantation de QG de campagne, en termes de meetings éclatés à plusieurs endroits de lancement. Donc, il déploie une organisation plus forte que les autres, mais les autres ne partent pas en victimes résignées. Les 4 autres candidats, ils bougent. Ils font des réunions à Abidjan, ils se déplacent à l'intérieur du pays, ils font des meetings, ils ont réussi aussi à occuper l'espace médiatique à travers les PAD. Ils vont participer au débat face aux électeurs. Le débat a commencé hier. Donc, dans l'ensemble, je vois que les uns et les uns et les autres tournent et on sent une campagne, peut-être d'autres auraient aimé sentir autrement la campagne, mais cette campagne que j'ai suivie dans différents QG, notamment j'étais à Daloa, me rappelle, ça ne nous rajeunit pas, hein. La campagne de 1995, j'étais jeune journaliste, et j'ai suivi le président Bédié à Odiné, à Korogo, à Bondoukou, à Yamsokro. À l'époque, je faisais les déplacements en car d'une ville à l'autre. Je ralliais à Abidjan, je repartais. Bon, 30 ans après, bon, avec l'expérience, j'ai la possibilité d'avoir d'autres moyens de transport. Mais j'ai déjà fait ce terrain. Et en 1995, le président Bédié était sur le terrain. Il était candidat. Oh, il y avait déjà cette ambiance, mais d'autres n'étaient pas candidats. Et oui, ça me rappelle un peu cela. Donc, mais on sent que des choses se passent quand même sur le terrain. On sent qu'il doit y avoir une élection. Et même ceux qui n'en font pas partie savent qu'il y a une élection. Et peut-être ils ne souhaitent pas qu'elle ait lieu, mais tout le monde sait que nous sommes en campagne.
Sylvain Guédé-Debailly, en tant que journaliste également, quelle est la température, je dirais, de cette campagne électorale selon vous? Vous avez parlé des températures. Ben, il se passe si est-ce qu'elle est froide, est-ce qu'elle est chaude? 37 degrés ou bien si elle est montée? Ben, vous nous direz, d'après vous? Non, ben, écoutez, ce que je constate rejoint un peu M. Alafé. Je pense qu'on a eu campagne pour le moment, après une semaine, hein, mi-figue, mi-raisin. Il y a un candidat qui sort du lot, qui était là en 2010, qui a été là également en 2015, en 2020 et en 2025. C'est bien le président sortant Alassane Ouattara. Il a tous les moyens pour lui seul et les autres se cherchent, comme on dit en Côte d'Ivoire. On les voit moins sur le terrain physique, mais on les voit quand même, on les retrouve un peu sur le digital, c'est-à-dire sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Ils animent quand même leur espace, ils exposent leurs idées, mais c'est sur vraiment le terrain physique. Moi, je suis à Yopougon, rarement j'ai vu des cortèges, à part la mobilisation du candidat du RHDP. Ça, c'est le problème du maillage du territoire. C'est-à-dire que pour aller à une élection présidentielle, il faut avoir du personnel. Il faut avoir des gens pour parler pour soi. Est-ce que Awa Dombelo a suffisamment de personnel? Est-ce que Simone Gbagbo a suffisamment de personnel? Est-ce que Jean-Louis Billon a suffisamment préparé le terrain? Est-ce que Ariette Lagou, qui était là aussi en 2020, a eu et qui revient aujourd'hui? Est-ce qu'elle a suffisamment recruté? C'est bien, elle part avec 12 partis politiques, mais est-ce qu'ils sont représentatifs réellement sur le terrain? En tout cas, pour le moment, on sent quelque chose de terne pour eux, pour les nouveaux venus. Et puis bon, animer une campagne animée, festive, pour le candidat du RHDP, qui ne se donne même plus la peine d'exposer un programme, qui demande simplement à ses militants d'aller voter, d'aller retirer leur bulletin. C'est la seule consigne qu'il donne d'ailleurs. Pas besoin de déployer une grande énergie pour faire valoir ses idées, qui sont déjà connues d'ailleurs. Je note également que pendant que cette campagne se déroule, il y a des gens, des Ivoiriens qui croupissent en prison, qui ont une autre vision de la Côte d'Ivoire, qui sont sortis pour aller marcher que d'aller faire campagne. Ils ont été arrêtés pour leurs idées, ils ont été arrêtés pour leurs convictions, et ils sont en prison. Ils ne peuvent pas suivre donc cette campagne, et c'est bien dommage. C'est ce que je peux dire pour le moment. Bamba, Alex, votre regard sur cette... Oui, merci beaucoup. Naturellement, cette période. Le tableau étiologique de la Côte d'Ivoire tel que nous la vivons et que il peut plaire aux uns aux autres de constater, nous avons des images qu'on pourrait considérer comme une sorte de radiographie avec des paraments qui, d'une période à une autre, renvoient des images qui se ressemblent pratiquement. D'où fait, parce qu'il faut bien qu'on comprenne pourquoi est-ce que nous en sommes là aujourd'hui. En 1990, le printemps des indépendances était passé depuis longtemps. Le retour, comme certains le souhaitaient-ils, que les esprits éclairés, selon leur camp, puissent s'exprimer et puis aller conquérir le pouvoir d'État, qui suppose qu'il y a un environnement qui est apaisé, c'est un environnement qui est assaini et qui rend possible cette liberté
d'agir, d'action, d'un endroit à un autre sur l'échiquier du pays concerné. En l'espèce, la Côte d'Ivoire a toujours présenté un tableau